Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube MMA Secret Lab. Je vous accueille pour le retour de Secret Corner ici à Unlock avec Rodrigo Alamos. Comment tu vas Rodrigo? Merci d'être venu et d'accepter l'invitation. Merci à toi encore une fois. Merci beaucoup. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc bonjour à tous. Rodrigo Alamos, d'origine chilienne, enfin chilien. J'ai un parcours d'entraîneur, de boxeur, quelques combats, hein, sans vraiment prétention, comme je dis à chaque fois, je n'ai pas été un champion, mais j'ai eu des rêves d'athlète, comme tous les combattants, quand tu commences à faire de la compétition. Voilà, donc après mon parcours a fait que j'ai dû m'orienter sur l'entraînement des sportifs, des combattants, sur plusieurs disciplines. Hein. Vraiment, j'ai eu une évolution sur les disciplines boxe française, boxe anglaise, kickboxing, muay thai et maintenant MMA. Donc voilà, j'ai un cursus quand même un entraîneur assez varié où j'ai étudié chaque discipline hein, avec vraiment passion et détermination. Et du coup voilà, donc ça fait 26 ans maintenant que j'enseigne les sports de combat, où je continue à me perfectionner dans tout ce que je fais. Hein. Donc avec les personnes aussi, avec aussi Yacine, où on a beaucoup échangé, lors de nos entraînements communs, où voilà, tout est bon à apprendre et pour justement améliorer l'apprentissage et être vraiment au top pour les personnes avec qui on est en face de nous. Les athlètes notamment, et même les pratiquants loisirs, pour leur apporter vraiment des bonnes bases et qu'ils puissent s'épanouir dans leur pratique. Super Rod, tu sais, je t'appelle Rod. Bien sûr. Comme on est assez intime. Donc comme tu disais, nous deux on s'est rencontrés, je rappelle aux gens donc comment on s'est rencontrés. À un moment tu cherchais quelqu'un pour t'accompagner, t'épauler à ta salle, donc Tim Alamos, on en parlera un peu plus tard. C'était Dusty Bobra, qu'on connaît, un ancien Nakmoué. Alors on lui passe le bonjour à Dusty, et que tu avais contacté, qui m'avait contacté à l'époque, et puis on a essayé d'échanger un petit peu, et au final on s'est mis à s'entraîner, on s'est mis un petit peu à voir ce que l'un et l'autre faisaient. Et là, les gens vont pouvoir découvrir la manière dont tu as évolué dans le Muay Thai, parce que c'était la partie vraiment prédominante, où le nom Alamos est connu aussi, hein, par rapport à ton neveu Damien Alamos, on en parlera. Et maintenant, aujourd'hui, tu interviens en tant que striking coach aussi en MMA. Et moi, j'ai travaillé avec toi et j'aime beaucoup la manière dont tu travailles, la manière dont tu as une ouverture d'esprit qui est hyper importante pour nous dans le MMA. Donc, adapter le striking avec les règles, avec la cage, avec toute la prédisposition qu'on peut avoir dans la pratique du MMA. Et tu t'es très bien adapté et c'est un pur kiff. Moi, ça me manque les séances PAO qu'on faisait. Franchement, elle me manque, on avait bien bossé. En plus, ouais, bien sûr, depuis qu'on ne s'est pas vu, bien sûr, j'ai eu des camps où j'ai pu vraiment visualiser d'autres choses et améliorer d'autres séquences ou proposer d'autres séquences de manière à étoffer justement ce que je propose. Et c'est très bien, quoi. C'est très bien. Et puis les athlètes justement que je prends en main au fur et à mesure sont contents de ce que je propose et ils sentent vraiment comment dire, la touche Muay Thai, mais adaptée au MMA. Et c'est archi important parce que la différence entre le Muay et le MMA, c'est les petits gants. C'est les petits gants. C'est la cage, c'est la lutte. C'est le déplacement, il y a aussi d'autres, les zones de frappe, le travail de lutte, d'amener au sol, etc. Donc forcément, il y a l'attitude et puis les différences d'appui et d'assise qu'il faut avoir, quoi. Donc il y a pas mal de choses à voir. Et une partie que j'aime beaucoup, les coudes, qui sont grave oubliés. Hein, ils sont dommages, hein, parce que... Sans prendre conscience. Les coudes, c'est vraiment important et qu'il faut qu'ils bossent. Et c'est d'autant plus en MMA où toutes ces phases où on a du combat rapproché contre la cage, même au sol. Hein, ah oui, les coudes au sol, ils sont hyper importants. Hein. Comme pour moi, c'est du corps à corps au sol, quoi. Franchement, avec le contrôle de bras et tout, on peut vraiment placer des choses extraordinaires qui font des dégâts énormes. Et donc voilà, et puis contre la cage, tu connais, hein, parce qu'on a bossé. Ouais, on a bossé plein de setups hyper intéressants. Ouais. Et puis dans l'émission, on va aussi vous présenter une technique, on travaillera avec Rodrigo, on vous en dira un petit peu plus tard. On se mettra dans la cage, on se mettra en tenue et on ira faire une petite technique. Comme ça, tu pourras nous apporter aussi ta plus-value. Du coup, Rodrigo, on va parler de ton équipe, la Team Alamos. Ouais. Donc, elle a été créée quand, où tu exerces. Ouais. Je commence par le début. Ça a été créé, comme je disais, à Bordeaux, comme je suis originaire de Bordeaux, où il y avait ma team, Team Impact Aquitaine, Team Impact 33. C'était bien sûr la team Alamos, que je commençais en 99 là-bas.
en 1999, où j'ai évolué en tant qu'entraîneur pluridisciplinaire en sport de combat, comme je disais, boxe française, boxe anglaise. J'ai eu des pros aussi en anglais. J'ai eu un groupe de pros à un moment donné pendant 2 ans de 6 professionnels, où j'ai vraiment kiffé justement les amener sur certains combats, à l'étranger également. Mais j'ai pas tellement accroché avec l'environnement de la boxe anglaise. D'accord. Voilà. Boxe française, j'ai eu aussi des très bons combattants que j'ai formés, j'ai amené jusqu'au championnat du monde Yannick Moret. Et j'ai eu pas mal de compétiteurs en élite et champion de France honneur aussi, même des cadets. Enfin voilà, j'ai eu un parcours quand même en boxe française en tant qu'entraîneur assez correct. Et puis en kickboxing, Kawan aussi également, avec Willy Borel, avec certains athlètes que j'avais. Il y a eu le Glory, je me trompe aussi. Il y a le Glory, bien sûr. Ça, il faut le dire. Au Glory, ouais, j'ai eu pas mal de monde, hein. J'ai eu 3 athlètes. Mohamed Souane aussi qui a combattu contre Fares Ziam. Ouais. Il avait fait match nul. Bref. Et du coup, voilà, donc tout ça m'a amené à Paris. Donc il y a 10 ans, 11 ans, où j'ai débuté à enseigner au premier pendant 2 ans au Factory. En même temps, j'ai créé mon association dans 91, où j'ai commencé à enseigner là-bas, où j'ai formé certains élèves qui sont encore en train de boxer, la Sana Koulibaly, le petit Nadir Saadine. Voilà, maintenant que je continue, hein. De toute façon je kiffe enseigner vraiment à tout niveau, j'ai aucun problème à enseigner sur du top niveau, du haut niveau, très haut niveau, et de faire du débutant ou même des petites 6 ans que j'entraîne le mercredi et le vendredi. C'est un kiff pour moi, hein. C'est vraiment être au contact de tous les publics. Et donc du coup, voilà, l'évolution de la team Alamos, c'est très bien. On est arrivé déjà, on avait quand même des combattants, une dynamique assez importante. On participait déjà à des très gros événements en France, hein, on va dire à l'âge d'or du Muay Thai. En France, il y avait oui. pas mal d'événements, il y avait une dynamique assez étoffée. Et donc voilà, après derrière, j'étais seul. C'est vrai qu'en termes de team Alamos, en tant qu'entraîneur, j'étais quand même assez seul, donc je devais quand même assez structurer les entraînements des compétiteurs, entre les entraînements compétiteurs et les loisirs. Donc il y avait vraiment des jours où j'avais des thématiques bien précises. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que j'avais contacté, essayé de prendre contact avec ça, c'est parce qu'il me fallait des supports solides pour développer et encadrer avec moi les compétiteurs qui étaient déjà, j'avais déjà à un moment donné, j'ai eu un bon groupe, 13 pros, 13 profils. Quand je suis venu pour te rendre visite et commencer un petit peu à échanger, à travailler avec tes athlètes, c'est vrai que tu avais un gros groupe. Hein. Ouais, Puis ils étaient tous en plus sur des compétitions différentes. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est du travail. Et du tu as eu l'intelligence de vouloir t'entourer de gens, Ouais. justement pour pouvoir travailler dessus. Moi à l'époque aussi, j'avais un boxeur, on se croisait, Mickaël Benatar, donc était champion du MTGP, et donc on se croisait, on échangeait, et ça nous permettait aussi d'avancer en fait, de pouvoir t'aider à avancer aussi dans le Muay Thai. Ouais. Et on mettra l'adresse de la Team Alamos et toutes les informations en lien Instagram pour ceux qui veulent suivre déjà le compte de la Team Alamos. C'est hyper important, et ceux qui veulent s'entraîner aussi en Muay Thai. Hein. Bien sûr. Ceux qui veulent s'entraîner en Muay Thai, faire appel à toi. On mettra tous les liens en description. Donc là, on va parler de ton rapport avec la Thaïlande. Moi aussi, mon rapport avec la Thaïlande, puisque j'y étais beaucoup de fois aussi, et je suis parti chercher justement le Muay Thai pour le MMA, à mon époque, Ouais. et de ton neveu, donc Damien Lamos, qui était champion du Lumpini. Aussi. Donc la Thaïlande, voilà, c'est quand même une histoire de longue haleine, hein. Ça fait 30 ans, la première fois que je suis parti, il y a 30 ans, à peu près. Déjà, bon, c'était pour l'objectif, c'est de récupérer un peu de la technique. Tu sais, il n'y avait pas comme maintenant les réseaux où on peut voir les techniques partout, on peut vraiment s'inspirer pas mal. Donc là, nous, il fallait les chercher. Il y avait des cassettes vidéo, hein, à l'époque, hein, VHS, mais c'était pas énorme. Donc du coup, il fallait voyager, il fallait partir dans des camps. C'était pas aussi accueillant que maintenant. Hein. Fallait vraiment montrer faire sa place, que tu en voulais, que tu lâchais pas non plus. Et donc voilà, à partir de là, 2 premières années, c'était vraiment que de l'apprentissage. Je me nourrissais un peu de mes entraînements, surtout les méthodes de clinch que j'ai découvert et que j'ai tout de suite kiffé, quoi, en fait. Et j'ai eu un feeling aussi. Et puis voilà, donc après, au fur et à mesure, j'ai commencé à enseigner vraiment bien le Muay Thai dans mon club Impact Aquitaine et former des gens. J'ai eu aussi des compétiteurs qui m'ont aussi motivé, amateurs et professionnels. J'en parle souvent, c'est aussi Sébastien Ocaña,
que j'ai eu, qui était de chez Nordine, Mamoudi. Mamoudi, ouais. Et après, a migré à Bordeaux parce que par rapport à la situation professionnelle. Et donc il est venu dans mon club. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est quand même de ce bon niveau, assez bon niveau, médaille d'or IFMA à l'époque. D'accord. L'IFMA, ceux qui ne connaissent pas, c'est le Muay Thai amateur. C'est les c'est les Jeux Olympiques de Muay Thai. La plus importante pour le Muay Thai amateur. Et après, il a combattu de très bonnes personnes. Donc moi, j'ai continué avec lui, on a développé. C'est aussi, voilà. Tout a continué après, à partir de Sébastien. Il y a eu Damien, qui était petit, donc tout le monde a accroché. Il y a aussi Albert Ché qui est venu, donc il y a eu une grosse équipe. Et après, par rapport à Damien, justement, à partir de là, Damien, il s'est mis à fond dedans. Et donc voilà, comme premier combat pour Damien en Thaïlande à 15 ans. Après, derrière, il a enchaîné ici en France des victoires, classe B, classe A, champion de France, etc. Et puis, le départ en Thaïlande pour lui, pour continuer sa carrière, parce que lui, c'était son rêve. Hein. C'est un changement en plus, la Thaïlande. Ouais. C'est différent. Là-bas, ils abordent de manière différente le Muay Thai. Hein. Tout à fait, ouais. Ah oui, tout à fait. Mais le Muay Thai, là-bas, comme tu sais, c'est leur art, c'est aussi une économie. C'est vrai. Un peu plus avant, un peu plus valorisante. Maintenant, c'est vrai que, on va dire, la cote du Muay Thai, c'est pas qu'elle est descendue, mais elle est plus pareille. Avant, c'était vraiment c'était le sport du peuple, où voilà, toutes les couches sociales y allaient parce que c'était le sport national, mais aussi les personnes les plus pauvres aussi. Il y avait toujours un enfant qui faisait Nakmoué. Pour nourrir sa famille. Sa famille, qui venait des campagnes à Bangkok, qui montait à Bangkok pour subvenir aux besoins de sa famille et gagner leur vie en fait. Et donc voilà, c'est quand même un sport noble. Pour moi, c'est un sport très noble, le Muay Thai, et qui a de grosses valeurs. Et donc voilà. Et par la suite, Damien, il décide de s'installer d'abord en premier temps à Bangkok. D'accord. Il était chez Somlak, Kansing. Au début, il est resté pendant pratiquement 1 an. Parce qu'il avait déjà repéré Somlak, Damien, comme vraiment quelqu'un qui pouvait aller chercher à ce Lumpini. Et il avait dit, ouais, moi je suis resté 1 an avec moi, tu seras champion. Et bon, il n'est pas resté avec Somlak parce qu'il il avait un peu marre de Bangkok. Et puis il faut s'habituer à Bangkok, hein, c'est la ville. C'est quand même une ville assez... C'est la ville, c'est autre chose, c'est matin, midi, soir, Muay Thai. Il n'y a pas d'autre paysage que les buildings. Et ça peut être étouffant peut-être pour un athlète au bout d'un moment. Bon, les Thaïs, comme tu disais juste avant, eux, c'est leur moyen de subvenir à leurs besoins, de payer leur famille, ils n'ont pas le choix. Ou certains qui gèrent une économie à travers le Muay, mais des fois on peut comprendre que quand tu viens de l'étranger, ça va vite... c'est vite étouffant, tu peux pas respirer, quoi. C'est un peu pas comme Paris. Il faut vraiment que tu t'échappes un petit peu parfois pour reprendre un petit peu de souffle et revenir plus fort. Donc voilà, donc il a été contacté par Noum Noy. Oui, Noum Noy, c'est à Phuket, ça. C'est ça, qui avait le Singh Patong à Phuket à l'époque. Et donc voilà, donc il lui a proposé de venir, il a fait un essai, Damien, il a dit ouais, c'est bon, je kiffe, je reste. Et c'est là où il a commencé son parcours, son ascension vers la ceinture de Lumpini. Parce qu'à l'époque, lui, il est vraiment resté en Thaïlande où il a monté tous les échelons, il faisait partie de la promotion Kapech. Kapech qui avait sa promotion aussi à TV7, mais au Lumpini, à l'ancien Lumpini aussi. Et donc voilà, donc c'est grâce aussi à ce promoteur qu'il a fait évoluer dans le ranking pour pouvoir accéder à la ceinture de Lumpini. Donc il a boxé vraiment beaucoup de Thaïlandais qui étaient à ses côtés et qui montaient et qu'il a battu ou qu'il a perdu aussi, hein, parfois il a perdu. Donc voilà, c'est quand même un environnement où il faut, parfois tu gagnes, parfois tu perds, mais il faut montrer aussi du cœur. Même si tu perds, il faut montrer du cœur comme quoi tu es. Ils respectent beaucoup ça, les Thaïlandais. Ils respectent énormément les gens qui ont du cœur, qui boxent avec le cœur. C'est ce qui monte ta cote de popularité, c'est ce qui donne envie aux gens de se déplacer. Aussi, Damien avait un style particulier, c'était pas un style Muay Book où il rentrait dedans, c'était vraiment un styliste, il a compris le style pointage taille. Il jouait avec les points, il jouait avec le pointage. Il savait gagner. Fimeux, c'est ça? Ouais, fimeux et tacticien, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, voilà, ils aimaient ça, ils parlaient thaï, ils mangeaient comme eux, etc. Au bout d'un moment, tu deviens un thaï. Ouais, exactement, tu deviens un thaï. Tu t'entraînes comme un thaï, tu cours le matin, tu t'entraînes, tu fais tes 200 middle, tu fais tes 1000 genoux le matin. Voilà. 1000? Ouais, 1000. Ah, tu vois? Tes 1000 genoux le matin. C'est pas 100 ou 40 genoux à l'entraînement, c'est 1000 pour être champion. Surtout, sa préparation un peu dure, c'est quand il a fait la ceinture de Lumpini. Du coup, raconte-nous le Lumpini.
C'est comment Le Old Lumpini. Parce que tu as connu le Old Lumpini. Et moi, au moment où j'ai voyagé en Thaïlande la première fois, c'était en 2008. Il me semble que c'était là où il y avait la transition. On en parlait. On en parlait, donc j'ai pas eu la chance d'aller au Lumpini. Ouais. J'ai eu la chance d'aller au Raja Damnen, qui existe toujours. Mais du coup, tu vois, je suis un peu. J'ai envie d'entendre parler de ces légendes. Un petit peu, que tu nous décrives comment c'était, l'ambiance, pareil, le combat, comment elle a été abordée. Ben, moi, franchement, c'est mes meilleurs souvenirs. Clairement, c'est mes meilleurs souvenirs de combat là-bas, où vraiment l'essence même du Muay Thai était là-bas. Pour moi, avec ce hangar, ce grand hangar en tôle, avec des éoliennes là, pour mettre de l'air, et avec, ben, tu connais l'odeur du Namanoué partout. J'ai vécu, Damien a boxé à une soirée Krikrai. Krikrai, c'est la soirée des champions. Il y avait Senchai, il y avait Nongho, il y avait tous les champions. Damien a boxé dans cette soirée-là. Donc ça veut dire qu'il était considéré comme un grand champion. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez respectable. Comme quoi il respectait vraiment son parcours. Et donc ces soirées-là, elles te marquent à jamais. Tu vois l'ambiance de fou qu'il y a. Le monde, ouais, voilà. C'était incroyable. Le Muay, pourquoi j'aime le Muay? Parce que, t'as vu, c'est le seul sport quand il y a un middle qui part, t'as tout le monde qui s'enflamme. Tu vois le mec, bon, il est en train de se faire battre et tout. Quatrième reprise, il met une série de middle où il met un coup de sauté. Les barrières, il s'enflamme, ça retourne le combat, ça revient, et puis tout le monde crie il faut y aller, c'est maintenant, il faut pousser, tout le monde pousse son boxeur, et franchement, c'est incroyable. Il y a de l'effervescence autour. C'est pour ça que on le voit, moi, je l'ai vu dans les vidéos, mais cette effervescence-là, tu peux la vivre aussi dans certains stadiums. Mais le Lumpini, c'est le Lumpini. Hein. Surtout la soirée que tu dis, s'il n'y a que des champions, ça devait être vraiment quelque chose de légendaire. Il avait boxé contre Famankol. Il devait boxer pour la ceinture, mais Famankol avait fait baffer le poids. Et donc il n'a pas boxé pour la ceinture, mais il a quand même boxé. Mais c'était un combat incroyable. C'était un combat incroyable. Le combat aussi, pareil, Damien, c'était vraiment chaud, quatrième reprise. Il a remonté corps à corps Famankol. Et vraiment, dernière reprise, il lui a mis 5 middle d'affilée. Ça monte au pointage. Fini, ça y est, c'est fini, tip, ça veut dire, c'est bon, t'as gagné. Tu vois, il a remonté au dernier round. Il a gagné le combat, c'était incroyable, franchement, c'était incroyable. Ce jour-là, c'était un truc de fou. Et puis après la ceinture de Lumpini, bien sûr, c'était comme un rêve. Hein. C'est comme, en fait, c'est comme pour comparer par rapport à l'état que tu peux avoir. C'est comme comparer à, on en parlait avec Sekniko, quand il a tapé Adesanya. Oui. Ben, on n'y croyait pas, je dirais. Putain, il a mis KO, tu vois, il a mis KO Adesanya. Donc on était là, ouais, c'est quand même quelque chose quand même, tu vois. C'est quelque chose. Et tu dis, donc voilà, c'était un peu comme ça en fait, l'état où tu es après le combat. T'as du mal à y croire. On l'a fait, mais ouais, tu vois, t'es pas en train de te fourrer, tu te dis, ouais, t'es un peu, waouh, tu vois, stupéfié de la prestation, tu vois, d'avoir marqué une partie de l'histoire. Ouais, bah Parce qu'on va pas se mentir, hein, Damien a marqué l'histoire mondiale du Muay Thai. Soit parce que c'est mon neveu, soit parce que là, je peux en dire autant pour d'autres athlètes. Il a marqué l'histoire du Muay Thai français et mondial aussi. Parce que voilà, il a fait un parcours extraordinaire. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'au Lumpini, les champions, ils ont leur photo. Exactement. Quand tu rentres dans le stadium du Lumpini, il y a la photo de tous les champions et il y a Sinkao. Il y avait Sinkao. Ouais. Donc il y a Damien Lamos qui est reconnu en tant que champion du Lumpini et en tant que légende vivante du Muay Thai thaïlandais. Ta tête avec les fleurs et sur du Lumpini comme ça, c'était magnifique. Je dois avoir des photos, encore. Il faut vraiment que je me replonge dedans parce que c'est des photos uniques, ça. Oui, ça se voit quand on parle et tout. Là, tu revis le truc et tout. En tout cas, c'est beau parce que moi, je dirais que je suis un amateur du Muay. Pour un amateur du Muay comme moi, franchement, là, t'as traversé des moments là qui sont légendaires et surtout, ça fait partie de ton histoire. Ouais, ça fait partie de l'histoire. L'histoire de notre famille, l'histoire du Muay Thai, de notre club aussi, tu vois. Parce que ça a élevé beaucoup de personnes après derrière. Tu sais, quand il y a dans une team, quand il y a un athlète qui performe, forcément toute la team est valorisée. C'est ça, on appelle ça une locomotive. C'est lui qui tire les autres. Tout à fait. C'est lui qui tire les autres derrière. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre, hein. Voilà, puis après on a continué, on lâche pas, c'est quelque chose qui nous... c'est comme quelque chose que tu veux renouveler. Même si tu sais que c'est compliqué, c'est un chemin quand même exceptionnel, mais c'est compliqué, mais c'est quelque chose que tu veux renouveler avec d'autres athlètes
que tu as envie qu'ils ressentent qu'ils arrivent à leurs rêves, qu'ils aboutissent à leurs rêves, que moi je puisse les accompagner. Voilà. Je ne dis pas que je vis à travers eux, je les accompagne. Et je sais, j'ai une méthodologie qui fait que, et j'ai aussi l'expérience d'accompagner. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un coach, je suis entraîneur. Je les entraîne à aller à leurs rêves. Je suis pas quelqu'un qui est juste là à leur dire des consignes. Vraiment, je les amène à aboutir à leurs rêves. Tu as un accompagnement qui est global, qui est autant technique que psychologique. Exactement, parce que quand tu vas disputer justement des combats comme ça, où tu es un peu l'outsider, tu es un peu le phalangue, hein, c'est comme ça qu'on voit les choses. Tu es un peu l'étranger, tu es un peu celui qui doit faire tes preuves. Du coup, tu mets ça en place et ça, c'est vraiment un travail d'entraîneur. Parce que le coach, si on prend exemple le mot, en tout cas le terme américanisé du mot coach, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu celui qui va chapeauter une équipe, comme par exemple si on te prend la lutte aux États-Unis ou en France, bah, tu as les coachs de l'équipe de France, donc ils ont déjà des athlètes qui ont eu des résultats, et ils essayent de chapeauter plus tactiquement, ça, et avec le physique, etc. Pour les JO, pour ce truc-là. Là, un entraîneur de Muay Thai, ça commence de A à Z. Là, tu es parti vraiment du début, peut-être que tu as eu des gens qui ne savaient pas envoyer un direct, et que tu as pu accompagner à des titres. Après, il n'y a pas que la ceinture du Lumpini. Je sais que tu as eu des boxeurs qui ont eu des ceintures comme la WBC, qui est quand même un gros titre, WMPC. Ensuite, tu as eu aussi, je crois qu'il y a les ceintures de champion de France que tu as fait. Oui, toutes ces fédés-là. Je pense que j'ai eu une cinquantaine de champions de France. WMC aussi. WMC, WBC, WPMF, WKN aussi. C'est des grosses fédérations, ça, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des grosses fédérations et c'est des combats aussi internationaux. Hein. Il y a aussi des Thaïlandais qui y participent. Donc ça fait si on devait te remettre toutes les ceintures que tu as prises, tu en auras à peu près combien par grosso modo? Je pense ceinture française et internationale, je pense une soixantaine, 70. C'est énorme. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Félicitations, Rod. Bravo à toi, parce que c'est un parcours, c'est ta vie, ça. C'est un parcours, c'est ma vie. 60 ceintures, c'est énorme. En tout cas, ça, moi, je suis trop content. Je suis content de ce parcours que tu as fait. Et vraiment, là, tu vois, tu me le dis, c'est la première fois que je te pose la question. Et c'est j'avais fait le calcul, justement, il y a quelques temps de ça. Mais avec Charlton, on parlait avec Charlton, justement, de nos parcours, parce qu'on voulait faire une présentation. Et c'est vrai que tu n'as pas le temps de te retourner, en fait. Quand tu prends la route. Je trace et je regarde. Mais c'est les trophées que tu as récupérés. Et ça, c'est important. Comme dans les JO, il y a des entraîneurs qui vont dire j'ai fait tant de médaillés d'or, tant de médaillés de bronze, tant de champions du monde. C'est vrai, ça reste le palmarès de l'entraîneur aussi. Et le fruit du travail que tu as mis, c'est les heures que tu as passées. On ne le voit pas, hein, les heures que tu as passées. Moi, je sais ce que c'est quand tu es au PAO, quand tu vas planifier les heures d'entraînement, quand tu vas planifier une préparation physique adaptée, quand tu vas gérer le poids du boxeur aussi, même si tu n'es pas nutritionniste, tu vas donner des conseils, tu vas demander à la personne d'être au poids avant, etc. Si la personne a des problématiques personnelles ou physiques, on va essayer toujours de trouver le bon côté pour que ça se passe le mieux possible en combat. Et des fois, ça fait des résultats surprenants. Hein. On est au bas du ring et on voit que, tu vois, en fait, ça marche. Ça marche. Et je crois le moteur de tout ça, c'est quoi? C'est le travail. Et c'est croire en soi, en fait. Travail, la rigueur, la discipline. Hein. De toute façon, on va pas te... Non, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Les entraîneurs aussi ont une discipline. Il faut qu'ils soient tous les soirs à l'entraînement. Il faut qu'on soit quand même en forme de manière à pouvoir être lucide mentalement, mais aussi physiquement, sur toutes les phases. Donc c'est quand même un boulot, un vrai boulot, quoi. C'est un sacré boulot. Voilà. On va maintenant parler de la partie MMA. Comment tu es arrivé au MMA en tant qu'entraîneur de Muay Thai? Donc qui passe à une partie quand même qui est très importante du MMA, c'est ce qu'on appelle le striking. D'accord, ça porte un nom dans le jargon du MMA, c'est le striking. Le striking, c'est toute la partie poing, pied, genou, distance. En fait, c'est la partie la plus spectaculaire, puisque un combattant qui gagne par KO, c'est un combattant qui ne se fait pas oublier en MMA. Et pour gagner par KO, il y a différentes manières. Tu peux avoir au sol, mais sur le ratio, on trouve beaucoup plus de victoires KO debout que de victoires KO au sol. Écoute, déjà, c'est l'intéressement et puis l'approche, je l'ai fait aussi avec toi. C'est-à-dire qu'on a bossé, comme je dis tout à l'heure, on a bossé vraiment dans quelques phases. Et la projection d'une vision
pédagogique ou d'adapter le Muay Thai au MMA, je l'ai fait avec toi. Et puis après, ça a suivi son cours au mois derrière à côté sur différents athlètes qui sont venus me voir, etc. Maintenant, après, vraiment, si on va parler du contact que j'ai eu avec Nassourdine, c'est Younes, son manager, qui m'a contacté, qui est un ancien du Muay Thai aussi, qui a boxé en Muay Thai, et qui me connaissait, il m'a contacté, et pour savoir si je voulais entraîner un top fighter MMA. Je ne savais pas que c'était Nassourdine, hein, chaque fois je le dis, et donc après il m'a dit que c'était Nassourdine, je dis ok, let's go. C'était avant le combat contre Dolidze. Ouais, Roman Dolidze. Roman Dolidze, donc voilà. D'ailleurs, il a envoyé beaucoup de genoux, des coudes. C'est là qu'on a commencé à voir qu'il y a eu une pierre qui a été rapportée à l'édifice. Ouais. Après Nassourdine, encore une fois, pour moi, c'était un athlète complet, mais il y avait encore des affûtages à faire, des réglages à faire importants sur les appuis, sur la stabilité sur les enchaînements, enfin, il y a pas mal de paramètres à faire. Et du coup, voilà, les travaux ont commencé à partir de ce combat-là. Donc c'est là que j'ai vraiment mis un pied, où je me suis dit, bon, là, c'est un top niveau, donc il faut vraiment que je sois performant sur ce que je vais lui proposer et comment je vais amener les choses. Bien sûr, là, c'est le toit du monde dans MMA, c'est l'UFC. C'est le top 10, il est classé premier. Ouais. C'est lui qui doit logiquement prendre la ceinture. Je sais pas si je crois qu'il était 10e, je crois quand on a. Elle est montée vite en classement, c'est vrai. Il a fait 5 combats là, en un an et demi, et voilà. Et donc du coup voilà, c'est ça, c'est ce contact-là, à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à investir un peu plus dans la pratique du MMA, enfin dans le striking MMA, où j'ai cherché à vraiment développer ça et puis faire les transitions, mettre des ponts, voilà. Et puis je participais aussi, je participais à tous les camps de Nassourdine, donc forcément il y a plusieurs intervenants, très très bons aussi. Ouais, tu peux citer l'équipe avec qui tu interviens. Bien sûr, il y avait Nico, bien sûr, Nicolas Haute, qui est le head coach de la team Imavov. Et donc à partir de là, déjà l'approche de l'entraînement de haut niveau, avec cet aspect, tu disais, américaine, un peu coach, qui est là pour dispatcher les tâches et tout ça et tout, etc. Un peu chef d'orchestre. Exactement, qui ramène du monde compétent et qui peut être très vite efficace autour d'un athlète. C'était ça en fait, c'était ça. Donc forcément, c'est un état d'esprit qu'on ne retrouve pas forcément en Muay Thai, parce qu'il y a vraiment en France ce travail de l'entraîneur qui prend tout au responsable. Oui, c'est un capitaine. C'est ça, capitaine. Et donc voilà, donc ça déjà c'était très bien. Et puis l'aspect aussi confiance. Hein, oui, le travail de confiance, chacun sa tâche, qu'on puisse se mettre les uns et les autres ensemble, discuter, proposer une stratégie. Proposer une stratégie, dire ça peut marcher, ça peut pas marcher. Voilà, après de toute façon, avec Nassourdine, on a axé tout le travail sur ses armes principales, hein, les poings, les genoux. J'ai apporté quelques phases de coups de coude pour être plus précis sur la mi-distance. On a affûté un peu sa jambe avant qui la shoot bien, et puis voilà, après ça s'est vu au premier combat, et ça s'est confirmé sur les autres combats au fur et à mesure qu'il a fait ses prestations. Il a maintenu en tout cas un très bon niveau. Moi qui suis d'un œil extérieur, qui suis juste spectateur, qui regarde juste les combats, j'ai vu effectivement que son striking avait, comme tu dis, avait été changé, mais pas de manière, comme tu dis, disproportionné. Il avait déjà quelque chose et tu lui as apporté des détails qui sont hyper importants à ce haut niveau. Ouais. Tu vois, surtout cette gestion de combat, c'est quand même des rounds de 5 minutes, c'est plus long. Il y a des paramètres à prendre en compte, le cage control, la lutte, quelqu'un qui est bon au sol, quelqu'un qui pourrit le combat et tout. Rester debout, c'est extrêmement dur en MMA, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Tenir un combat debout, défendre la lutte, même amener au sol, gérer ses points, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi le pointage en MMA. Être toujours au-dessus pour gagner ses rounds et pour pas avoir de mauvaises surprises, parce qu'on sait jamais qui juge. Si quelqu'un juge autre chose, on se retrouve avec une défaite, ou on se retrouve avec un combat au match nul, ou une split décision. Là, carrément, ce qu'on a vu, c'est que tout le monde est d'accord. Hein. Il y a eu même Cannonier aussi. Tout le monde est d'accord, tu vois, c'est des victoires par KO, TKO. Et comme Dolly disait, victoire à décision, mais franchement, c'était quelque chose d'incroyable de voir ça, en tout cas. Et on va revenir, si ça ne te dérange pas, sur tes impressions à chaud, puisqu'on est à 2 semaines passées maintenant de l'UFC Paris. Ouais. Donc tu étais dans le coin de Nassourdine pour le combat contre Caio Barrayo. Ouais. Donc ça s'est fait en 5 rounds de 5 minutes. Ouais.
Si tu peux nous écoute, raconter un petit peu tes impressions à chaud. Sur le combat en lui-même? Sur le combat en lui-même, sur la prestation de Nassourdine, il a fait ce qu'on avait vu, même si on n'attendait pas sur un combat totalement striking. On pensait qu'il allait plus pourrir le combat, qu'il allait chercher à coller un peu Nassourdine. Et donc voilà, et puis surtout, on a vraiment visé sur l'anglaise et ce travail de déborder sur 2-3 coups. Et donc il était solide. Il était solide, l'enfoiré. Il n'a pas voulu tomber. Il a une tête de noix de coco. Il avait vraiment, il était vraiment solide, il avait le menton solide. Et voilà, après, je pense que j'avais pu voir, Nassourdine avec une blessure au pied. C'est ce qui a été dit. Une semaine avant. Tu nous confirmes, il a eu une blessure au pied. D'accord. Il a une blessure au pied qui le gênait pas mal sur la dernière partie du camp. Et là, ça s'est vraiment un peu plus accentué sur le combat parce que tu connais avec vraiment l'adrénaline, tu vois, tu calcules pas trop, mais tu peux te claquer. Et donc voilà, donc sur la fin du combat, il a quand même très bien géré, mais il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il n'a pas vraiment pu accélérer parce qu'il n'y a plus trop d'appui arrière quand tu fais des in and out, tu vois, donc c'est plus compliqué. Voilà. Après, moi, je trouve qu'il a contrôlé le combat totalement. C'était une maîtrise parfaite. Voilà, tous les rounds ont été gagnés. Hein. Exactement, tous les rounds ont été gagnés. À chaque fois qu'il voulait rentrer en lutte ou aller dans la jambe, chercher la single leg, il le bloquait, il remontait, il contrôlait, hop, il tournait. Tout ça a été bien géré. Donc ça, encore une fois, même si c'était compliqué, s'il touchait, il ne pouvait pas mettre KO, il a quand même gardé cette lucidité sur 5 rounds. Enfin, tu connais l'effort qu'il faut avoir sur un combat de... C'est pas facile, hein, 5 fois 5 minutes. En plus, tu as vu, ça a débité tout le temps. Ouais, donc ça veut dire que... C'est un combat rythmé. Ouais. Donc, même en termes de... Ce travail de cadrage, on avait bossé aussi, ce travail de placement, cadrage, stabilité, avoir bien les épaules, bien les armes, bien axées pour bien être capable de le contrer rapidement, pas laisser déclencher. Et non, franchement, top. Moi, on était très contents. Hein. On était serein avant le combat, on va pas se mentir. Hein. On était serein avant le combat. On était sûr des capacités de ce qu'allait fournir Nassourdine. Il était vraiment prêt. Une semaine avant, on savait qu'il était prêt. Tu sais, tu sens toujours, quand on a la tête, ce jour-là, où tu sais, ok, c'est bon, allez, il est prêt. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Et je te parle de ça, même avec mes athlètes de Muay Thai. Hein, voilà, on sait quand ça y est, il est réglé et qu'il faut juste maintenir ou continuer à lui répéter ce qu'il faut lui répéter. Et donc voilà, on l'avait senti. Et donc voilà, on a vu ce qu'on voulait voir. Et bon, on voulait vraiment que, enfin, tout le monde voulait que, nous on voulait vraiment qu'il le couche, qu'il le termine. Tout le monde. Franchement, ça aurait été très beau pour le public français. Ça aurait été ça serait bon aussi pour Nassourdine parce que comme ça, il a fait vraiment, mais il a quand même fait une super prestation contre un mec qui était invaincu depuis 10 ans. C'est ça, et ça fait partie aussi, comme tu dis, des aléas du combat. Tu as une semaine, tu es blessé, tu vas pas annuler, c'est un gros enjeu, tu vas combattre avec... et puis tu disais, si c'est au niveau de la cheville, en plus c'est sa jambe arrière, ça reste un appui qui est hyper important dans l'impact, dans tes coups, dans ton bras arrière, dans ta jambe arrière, dans ton placement, dans ton déplacement. Donc si tu as une petite faiblesse quelque part, il va falloir la compenser. Et moi, je trouve que c'est un super combat. Félicitations à vous, à ton équipe, à Nassourdine, et on a hâte de voir la suite, en tout cas. Ouais, nous aussi. Nous aussi, prends un peu de repos et let's go, on repart. Hein. C'est ça, on repart au charbon. En espérant qu'il donne le title shot et on y va. Dana White, même si tu ne me regardes pas. Il faut le title shot, c'est ce qu'on veut, nous. On va voir Nassour contre Chimaev. Appelle Younes, dis que c'est bon. On va tous t'appeler, on va t'harceler. Maintenant, une partie hyper importante en tant qu'entraîneur, et on n'aime pas trop l'exposer, même les athlètes, c'est les échecs et les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors on connaît un peu en tant qu'athlète, puisqu'on a des témoignages et tout, mais souvent les entraîneurs, ils n'en parlent pas forcément, ou ils en parlent au moment où ils rebondissent parce qu'ils expliquent leurs difficultés, ce qu'ils ont eu avant d'avoir justement leur moment où ils ont brillé. Ouais. Moi, les difficultés, moi, j'ai pas... Franchement, j'ai eu des difficultés, mais c'est pas des choses qui m'ont freiné. Parce que j'ai su trouver des solutions rapidement, où je me concentrais plus sur
sur les priorités et ce qui était important. Donc ouais, après j'ai eu des... c'est pas des... Si, j'ai eu des échecs avec certains athlètes, hein, que je regrette, que j'ai monté, que derrière on a dû séparer parce qu'il y avait eu des... Ça fait partie du travail d'entraîneur. Ça fait partie du travail d'entraîneur, un peu les... c'est le côté affect, parce que bon, un taf c'est un taf. Il y a de l'humain dans notre sport. Dans l'humain, il y a beaucoup d'humain, il y a beaucoup d'implications humaines, où le boxeur fait partie, entre guillemets, de ta famille. Et donc à partir de là, quand il y a séparation, il y a toujours quelque chose de compliqué à gérer. Et que ce soit avec le boxeur, mais aussi avec le groupe, parce que s'il a parti en groupe, et donc forcément, voilà. Bon, ça c'est vraiment sur la première partie à Bordeaux, où j'ai dû me séparer de certains athlètes. Et j'ai aussi des athlètes qui sont partis, Armand. Et puis voilà, c'est des choses qui sont difficiles à gérer. Et que toi-même, tu dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de t'exposer autant pour ça, en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Et voilà, donc c'est tout. Maintenant, le temps y passe, oui, ça vaut le coup. Bien sûr, bien sûr. Ça fait... Et puis, moi, je le lisais dans un livre que j'aime beaucoup. C'est un peu le condensé de tous les entraîneurs d'équipe de France, peu importe la discipline olympique. Tu as du tir à l'arc, tu as du sprint, tu as tout, tu as de l'athlétisme, tu as de la lutte. Et en fait, ce condensé-là, tout le monde dit que ça fait partie du métier d'entraîneur, en fait. Ouais, d'avoir ces parties-là, en fait, où il y aura des séparations. Ouais. Et c'est des cycles, ils appelaient ça des cycles. Exactement. Parce que eux, c'est des rotations JO, donc avec tous les 4 ans, les équipes, les athlètes et tout. Et forcément, il y a de l'humain. Mais j'ai l'impression que chez nous, dans les sports de combat, il y a plus d'humain encore. Parce que, comme tu disais là, il y a des gens, ils font partie même de ta famille. Tu veux manger avec eux, tu passes plus de temps avec eux que ta famille. Exactement. Tu les as au téléphone le soir. Tu as une relation, en fait, qui est limite, tu sais, qui est fraternelle. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand il y a malentendu ou il y a une coupure professionnelle, bah forcément, il y aura une coupure humaine. Et il y aura des choses à gérer à partir de ça. Ouais, il y a ça, bien sûr, il y a ce côté qui nous un peu, parce que là, tu prépares quelqu'un à aller dans une cage ou dans un ring, donc c'est pas rien. Et pour eux, c'est pas rien. Et tu respectes ça, en fait. Tu respectes ça. Et puis, comme tu parles de cycle, moi j'ai connu pas mal de cycles avec justement une très très grosse rotation de combattants qui sont passés, qui ont arrêté aussi, hein. Parfois il y en a qui ont arrêté, Damien quand il a arrêté c'était un véritable deuil pour moi, parce qu'il était vraiment au top, il aurait pu suivre derrière. Et voilà, c'est pas que c'était compliqué, c'est son choix, dans tous les cas c'est son choix. Tu peux pas aller contre un choix de quelqu'un s'il ne veut plus monter sur le ring, vous ne pas qu'il y aille, parce que quand tu montes sur le ring, c'est dangereux, c'est un sport à risque. C'est un sport à risque, il faut vraiment que tu aies envie de taper quelqu'un. Tu vois, taper les gens en face de toi ou de donner... voilà, si tu n'as plus envie, il ne faut pas y aller, quoi, tu vois. Donc moi j'ai respecté ses choix. Et j'ai d'autres combattants aussi qui étaient très 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 talentueux, qui ont arrêté par la suite aussi, qui n'ont pas donné suite. Mais c'est leur choix. Et si aujourd'hui je le vois épanoui, je dis tant mieux, ils ont fait le bon choix. C'est ça, il y a le côté donc performance, comme tu dis, et puis il va y avoir le côté humain, on va voir des gens, avoir des enfants, fonder des familles, changer de travail, évoluer. Et c'est toujours un plaisir de les revoir. S'ils reviennent te voir en disant Rod, je vais m'entraîner, je suis un peu de mouet cette année, je viens 2-3 fois par semaine et tout. Il y a les souvenirs qu'on a eus et il y a aussi le côté humain qu'on garde. Donc ça reste un très beau métier. Mais c'est un métier. Voilà, où il y a un côté, où on est un peu pudique. Ouais. C'est vrai. Ah non, c'est sûr. C'est un côté où ça marche, où ça gagne, où tout ça. Pas forcément, ça va de soi. Le train il roule. Et après, il y a ce petit côté pudique. Et moi, mon expérience personnelle avec le MMA et le Muay Thai aussi, ça a été pareil, des cycles. Hein. Et il y a encore des cycles aujourd'hui, j'ai envie, encore aujourd'hui. Ici, je suis Unlock, j'entraîne une nouvelle génération de pratiquants, de combattants amateurs et des combattants pros à en devenir. C'est du travail, donc il faut remettre encore remettre en route. Voilà. Tu remets le micro-cycle en marche et boum, c'est parti. Mais c'est un plaisir, je suis content. Je suis très très content. Quand tu vois que ça suit son cours, ça construit, que tu reprends les mêmes repères et que ça marche encore, c'est bien. Là, c'est pareil, moi je suis dans un nouveau cycle avec de nouveaux combattants qui montent en professionnel cette année et qui ont envie, qui travaillent correctement, qui sont solidaires. Donc c'est bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça fait partie de l'histoire d'un entraîneur. Exactement. Chaque entraîneur a ça, quelle que soit sa discipline.
Comme on disait, sport de combat, sport d'équipe. C'est des cycles, que ce soit pour les athlètes ou pour les entraîneurs. Et le plus important, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur. Et on garde que des bons souvenirs en réalité. Quand on regarde un combat, une photo ou peu importe, ce que tu as gardé tu l'as ici et tu l'as là-dedans. Et ça, c'est très important, c'est partie de notre histoire. Après, parfois j'en oublie. Hein. J'ai tellement eu de bons souvenirs, franchement. Je suis pas. Tant mieux, c'est ça qui est important. Voilà. Mais après voilà, c'est aussi après derrière sur les athlètes la reconnaissance qui est importante aussi pour nous. C'est pas moi, on fait pas on fait pas ça au départ pour l'argent. On n'est pas des gens qui on est d'abord des passionnés. On aime l'échange humain, on aime partager ce qu'on sait. On aime voir les gens évoluer. On aime justement, ça c'est notre gratitude. Tiens, quand le combattant a réussi ou a atteint un objectif qui est quand même assez conséquent, on a dit on a fait le boulot. Donc c'est quand même c'est gratifiant. On ne fait jamais ça pour l'argent, c'est vrai. Moi je tiens à le dire. Hein. Ah ben oui, mais de toute façon, on n'est pas dans la FFF, Fédération Française de Football. On n'a pas les mêmes moyens et tout. Donc nous on fait vraiment ça avec le cœur. Hein. C'est vrai, de toute façon, même en tant que pratiquant, moi quand j'ai commencé, tu sais, je payais mes adhésions au club, diverses, tu vois, il y avait la lutte, il y avait le jiu-jitsu brésilien, parce qu'à l'époque c'était très compartimenté, et il n'y avait rien en retour. Quand je gagnais mes combats, j'étais content. Il fallait même que je paye pour me déplacer, pour aller combattre, il n'y avait ni bourse, ni prime, ni rien. C'est maintenant aussi, mais je pense en MMA aussi, tu vas payer ta licence, tu vas payer son inscription. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus abordable. Moi, j'étais dans une époque où vraiment tu voulais combattre, vas-y, ok, pas de problème, paye ton billet d'avion. Ça, où il fallait vraiment avoir une bonne organisation en Europe ou quoi, mais en tout cas, je regrette rien, parce que si je l'avais fait pour l'argent, en termes de bénéfice-risque, tu te dis, bah non, en fait, je gagne pas d'argent, ça m'intéresse pas. Donc, si déjà, nous, on a développé ça en amont, en tant que pratiquant, forcément, en tant qu'entraîneur, on a la recherche vraiment de réaliser des choses, et puis, c'est pas tout le monde sur cette planète qui peut le faire, faut le souligner aussi, donc c'est hyper important. Après, c'est dans la première partie de ma vie d'entraîneur, voilà, c'était pas ouf, tu vois, mais je kiffais, et j'apprenais. Maintenant, je vais pas pleurer, quoi. Je gagne quand même ma vie et il n'y a pas de problème, tu vois. Mais la reconnaissance est là aussi, tu vois. Les gens qui font appel à moi, ils reconnaissent mes compétences. Et voilà, le travail est là, quoi. Donc, et le résultat aussi. Donc voilà, mais c'est important de souligner quand même. La reconnaissance pécuniaire est importante aussi pour nos entraîneurs. Bien sûr. Par rapport au parcours qu'on peut apporter, qu'on a eu aussi, ce qu'on peut apporter aux athlètes. Donc ça, c'est bien. On va passer à la prochaine séquence, Rod. Alors, c'est nouveau, je vais mettre ça en place. Allez. Donc, on va avoir une roulette qui va défiler, d'accord, pour vous, les spectateurs. Et on va avoir 3 combattants ou coachs, en tout cas 3 personnes liées au sport de combat. Et tu vas donner une petite analyse ou une petite recommandation positive sur la personne. Ok. Pour cette séquence-là, il y a des athlètes, des coachs, enfin, il y a comme au jackpot, comme quand on est au casino, qui vont défiler. Et du coup, ça va stopper à un moment et on aura une personne, un athlète ou un coach, qui est lié directement au sport de combat et on donnera un avis et comme tu es l'invité de l'émission, tu donneras ton avis. Donc ok, on travaille la première séquence. Ok, donc c'est Samba Sima. Samba Sima, je l'ai vu à Hexagone ce week-end. Franchement, un athlète complet. Moi, à chaque fois que j'ai vu ses combats, j'étais bluffé par sa fluidité dans le striking et ses finitions qui sont nettes. Franchement, moi je kiffe ce boxeur et c'est un vrai prospect du MMA français. Moi, comme je dis, on parle souvent à tort à travers de pépites, de nouvelles personnes, mais moi je suis entièrement d'accord pour dire que Samba, Sima, vraiment, avec Malik Silla et son équipe, le Fighting Beat, c'est quelqu'un qui va aller loin. Et j'aime beaucoup, il boxe dans les 2 gardes. Ça fait penser un peu à Léon Edwards. Donc souvent quand je le vois boxer, je suis bluffé. Parce qu'il a une lecture de combat qui est incroyable. Et puis surtout, il n'est pas que striker. Hein. Il a une bonne lutte, il a une bonne gestion de combat. Ils sont complets dans son club, ils sont bien. Il a eu un bon aussi parcours en amateur. Ouais, c'est un gros parcours en amateur. Donc forcément, quand tu passes en pro, juste à affiner des choses et let's go. Lui, vraiment, il a la capacité de ouf. Donc Samba, on te passe un big up et on te souhaite de continuer à t'entraîner et de nous régaler en combat. Nous, on te regarde, hein. On le regarde. Bien sûr, on regarde, bien sûr. On va passer à la deuxième personne. Du coup, hop,
À toi. Et hop, Charles Oliveira. Charles Oliveira. Ouais, c'est... Il a la classe, je trouve. Il a la classe Ouais, déjà. il dégage quelque Il chose, dégage Charles quelque Oliveira. chose, il a Il quelque a une chose, histoire un aussi. aura, Hein. il a une T'as vu grosse les histoire. favelas, après il est parti. Exactement, ouais. Ouais, au niveau combat, moi j'aime bien son style, ça se rapproche un peu du Muay Thai, un peu tu sais, le Muay Thai brésilien ou Shoot et le boxe. C'est shootbox, son ouais, école, ouais. exactement. Où il C'était développe. l'école où il y avait Vanderlei, Rafael Exactement. Cordero, Shogun, Ouais, ouais. Ninja son frère, toute cette équipe-là en fait. Curitiba, ils étaient à Curitiba Ouais, au Brésil. c'est vrai. Et bah, Charles Oliveira, c'est le successeur aussi de la C'est shootbox. ça, ouais, le shootbox. Donc forcément, une boxe que j'apprécie, son style j'aime bien. Voilà, son anglaise aussi, c'est un bon contraire. C'est quelqu'un qui aime le contact aussi, il aime la bagarre. Hein. Il aime la bagarre, donc forcément, Il a ça des fait bons du coudes. Hein. spectacle. Ouais, il Il a a des des bons bons coudes aussi, coudes. il a mes distances aussi, et franchement, il est fort. Et il est fort et j'aime bien son style. Franchement, j'aime bien ce qu'il dégage en fait. C'est un personnage à l'UFC. Hein. T'as vu, il est resté longtemps en ayant d'abord des défaites, il s'est accroché. Ouais. Et Ouais, mais pareil. ça lâche rien, le mec. Et là, il veut pas lâcher, quoi. Il veut pas laisser la place, quoi. Non, absolument pas. Absolument pas, donc rien que pour ça, on peut que le respecter. Et pour Oliveira, bah, on aimerait bien. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il est un petit peu sur une petite Ouais, pente descendante. Ça arrive. ça Mais il y a arrive. encore du potentiel à exploiter, je Bien sûr, pense. de toute façon, quand tu restes au top niveau, il y a forcément des jeunes loups qui arrivent et qui vont essayer de gratter. Donc déjà, si tu restes dans le panier, dans le haut du panier, c'est que t'es déjà encore présent. Donc maintenant, s'il refournit du travail et qu'il rencontre aussi, si l'UFC lui donne les bonnes personnes pour exploiter ce talent-là, pourquoi pas. Là, je crois que j'ai vu là, Oliveira contre Benoît Saint-Denis, bon, ça se fera pas, mais je pense que Benoît, dans quelques temps, quand il sera vraiment en forme et tout, ça pourrait faire un beau combat aussi. Oui, ça pourrait faire un beau combat. En tout cas, nous, on sait qu'on sera du côté de BSD. Bien sûr. Si on aime Oliveira. Et Oliveira, bah, Charles de Bronx, ça reste une légende. À voir ce qui va se Exactement. passer sur les prochains combats. On a une dernière personne. Tac. Hop, ça tombe. On est sur Monsieur Johnny Frachet. Ah, Johnny Frachet, ouais. Donc un coach. Un coach, ouais. Un des coachs très connus en France, hein, en France Ouais. international. Déjà, je crois qu'il est entraîneur national à la fédération. C'est ça, il est à la FMMAF. Il encadre des athlètes, déjà, donc c'est cette casquette-là. Moi, je suis confrère à l'US Métro parce que j'entraîne la section Muay Thai là-bas. Et donc, du coup, je le vois évoluer avec tous les amateurs, tout le suivi qu'il peut apporter aux amateurs et aussi, bien sûr, aux pros, parce qu'il y a quand même des athlètes de haut niveau là-bas également. Des sont pros, à pas mal l'UFC, de hein. pros, qui sont à l'UFC, Nora, Il y a Morgan Morgan, Charrière aussi. Il y avait Taylor Lapillus. Théo Lapillus, qui est au au PFL. PFL, donc quand même du haut niveau aussi. Et donc, mon respect en ça, parce que je le vois bouger partout, aller C'est partout. Voilà, il entraîne les amateurs, après directement il switch avec les pros. Donc il a un suivi, je sais qu'il fait tous les game plans de tous les combattants. Enfin, c'est quand même un gros travail, donc je suis chapeau, franchement chapeau Ah pour oui, ce respect. taf-là. Respect pour Johnny que je connais aussi personnellement. Donc un big up à toi Johnny. Et courage, force. Ouais, Continue comme ça en tout cas. On te souhaite que la réussite. Hein. bien On te sûr, souhaite tout à fait. vraiment de continuer à accompagner les athlètes du mieux que tu le fais. Et puis de toute façon c'est pareil, on en parlait tout à l'heure en amont dans l'émission. C'est quoi? Johnny c'est un passionné. Hein. C'est Ça ça. se voit, ça se transpire dans C'est un les yeux. Donc ça passionné, reste quelqu'un. Voilà, tu vois qu'il kiffe quand On c'est se les comprend autres qui entre nous. gagnent. Ouais, exactement, ouais. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est aussi ça que j'aime bien dans lui, c'est que il est à fond, mais en même temps il kiffe et il n'y a pas de contraintes. C'est voilà, du bonheur et de voir ses athlètes évoluer. En tout cas, Et je me retrouve un petit peu dans tout ça. En tout cas, dans cette séquence-là, qui est nouvelle, si vous, dans les commentaires, vous avez envie de voir certains athlètes ou certains coachs, on touchera toujours quelques mots sur certaines émissions. Et ça serait très intéressant justement d'avoir à chaque fois un intervenant comme toi aujourd'hui qui puisse donner son avis sur des combattants, des coachings. Et voilà, et nous, on est là vraiment pour encourager les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça, Ouais, parce que c'est ça. même si on est d'équipes différentes, Mm. on reste quand même dans le même combat, c'est-à-dire avoir des athlètes français qui brillent sur la C'est scène ça. internationale. C'est pour ça qu'il est important d'échanger entre entraîneurs aussi. On n'a pas cette culture en France peut-être en Muay Thai, je sais pas en MMA, mais de partager aussi les savoirs et de pouvoir proposer le maximum de choses à nos élèves.
Donc le partage, la formation, je pense que c'est l'essence aussi même de l'entraîneur. On apprend de tout le monde. Moi j'ai appris de toi. On apprend tout le temps. Ouais, moi j'ai appris de toi. Donc cet échange-là, il a été assez important à mes yeux, tu vois, par rapport justement au suivi derrière, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà. Donc je pense que c'est très important aussi de partager. Et avant de terminer l'émission, on a un petit scoop. Ouais. On a un petit scoop. En avant-première, tu peux nous en dire plus? Ah oui, on a parlé un petit peu rapidement, ouais. Il y a peut-être un élève de chez nous qui va faire ses débuts au One. Le One FC, One Fighting Championship. Si tout va bien, ça sera d'ici cette fin d'année là. Bah, c'est un sacré scoop. On est en discussion et voilà. Le One, une sacrée organisation, pour ceux qui ne regardent pas. On a les plus gros Nak Muay qui évoluent là-bas. On a aussi la Muay Thai Rule, les box petits gants en Muay Thai avec les règles du Muay. C'est ça, ouais. On a le kick. Ça se passe en Asie. J'ai appris que ça faisait des plus gros audimat que l'UFC. Ouais, ça fait des plus gros audimat. Ça reste en dessous du baseball. En termes de captation TV, c'est le One, vu que c'est l'Asie. Ouais. Ça reste quand même très très connu. Des beaux shows aussi. Ouais. Pareil, ils ont Lumpini aussi, sur Lumpini. Et donc, bah écoute, merci pour ce scoop, Rod. Ouais. Et on espère que... on espère. On sait que tu vas faire le taf, je le sais. Ouais, on va faire le taf. On va essayer de faire le taf. On y va petit à petit. Le One, c'était pas un objectif en soi, mais c'est une étape. Je pense que si le boxeur a l'opportunité, il faut le faire. Et on verra après. Tu vois, c'est pas un vrai objectif pour moi, mais c'est quand même un kiff d'aller avec le boxeur et l'accompagner dans l'aventure. Donc voilà. On ira si ça se fait. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, moi j'ai hâte de regarder ça. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, on te donnera de la force, même pour partager. L'émission va bientôt toucher à sa fin, sauf que là, on a une dernière séquence à faire, c'est laquelle? Ah oui, c'est la séquence technique. Voilà, on va aller mettre nos gants, on va se changer, on va aller dans la cage à l'intérieur, on va faire une petite séquence technique pour vous aider à acquérir un bagage technique et l'expérience de Rod Alamos avec nous. Allez, à tout de suite, on va se changer. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un petit peu la phase de combat de Nassourdine quand il a touché Adesanya, qui a amené derrière... très très bien ça. Ouais, qui a amené derrière le knockdown, hein, le finish de Nassourdine. Donc voilà, donc c'est vraiment sur un timing serré, on avait bossé avec l'équipe. Donc on avait constaté que Adesanya, quand il changeait de garde, il mettait sa main en avant et donc forcément il y avait un moyen d'exploiter pour rentrer le bras arrière et suivre derrière. Sachant que Nassourdine, quand il touche avec le bras arrière, généralement ça fait mal. Et donc voilà, c'était la première phase. Et puis après, exploiter sur le suivi du combat derrière, comment ça va se passer. Donc exploiter, c'était la situation. Donc on va voir ça. D'accord, vas-y, on y va. Let's go, Rod, tu me dis. Donc déjà, la première chose qu'il fallait faire, c'est, comme c'est un gaucher, Adesanya, c'était vraiment le perturber dans son bras avant. C'était vraiment sa boussole, tu vois. Sa boussole là, tu vas le perturber là, tu vas envoyer des informations sur sa jambe d'appui, avec des front kicks ici, là, dans la jambe. Voilà, ici, là, tu vois, dans la jambe. Voilà, c'est ça. Là. Alors, quand tu vas commencer à être embêté, il a changé de garde, il fait ça. Donc à ce moment-là, c'est venir casser la distance. Voilà, rebaisser le bras comme tu as fait là, pour créer l'espace pour la droite. Bon, très vite, crocheter, le crochet. Donc là, il a touché, là, il a suivi avec un changement de garde, il a envoyé hypercute. Voilà, et puis après, il a tombé, et c'est parti au sol, après, il a fini au sol. Donc c'est vraiment le but. La continuité, c'est vraiment faire suivre ça. Créer ce changement de garde. Donc il était là, on avait travaillé cette phase-là. Donc il est en bête, c'est ça. Il change de garde, c'est maintenant. Et je suis là. Derrière, ça enchaîne. C'est intéressant ça, les changements de garde. J'ai pas tellement l'habitude de le faire. Ouais, déjà, je me suis mis en droitier, ça couvre très vite une distance. Un changement de garde, tu vois. Ça couvre très vite une distance. Un appui, alors que tu vois, souvent, tu fais 2 appuis. Donc tu fais un changement de garde, ça peut couvrir une distance et puis un angle aussi. Tu vois. Super intéressant. Super intéressant. Du coup, je capte avec le bras avant. Tu captes, et là tu l'emmerdes d'ici. Et à un moment donné, il va avoir changé de garde parce que là, ça part. Là, tu vois, il tombe. Tu vis, après il suis derrière, tu vois. Okay. Donc c'était ça vraiment ce qui lui a mis à Adesanya. Ok. Donc on est là. Il travaillait, voilà, il construisait, il met une pression, il reste présent dans la distance de combat. Dès qu'il change de garde, voilà, il tombe. Ça finit derrière. Le genou. On peut rajouter ça. Exactement, tu peux rajouter le genou. Enfin, peut-être pas, parce que là, il y a eu l'appui au sol, 3 appuis. Au sol, exactement, 3 appuis. On a fait une fois. Il l'a pas fait. Ok, vas-y. On fait une fois. Donc toujours ce jeu, il va perturber, il va être là, tu vois. Adesanya était là, il changeait de garde. Dès qu'il a fait ça,
voilà. De suite. Boum. Coup de coude, des genoux. Ça marche. Merci Rod. Avec plaisir. Pour la technique. Top. Tu m'as donné envie de reprendre le PAO là. On va se faire un petit rendez-vous là. Pas de problème, on va se faire ça. Bah, merci à tous. Les gars. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à aller donner de la force à Rodrigo Alamos, la team Alamos. Et on se reverra prochainement sur une émission. Tu es toujours le bienvenu. Merci en tout cas pour l'invitation, Nassim. Et merci à Unlock aussi de nous avoir laissé la salle. Super salle. On se dit à bientôt. À bientôt.